Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer notre exploration. Par rapport au programme que j'ai indiqué, je pense que le traitement des données sur la France, qui poursuit son chemin efficace, je le présenterai l'année prochaine. Je n'aurai pas le temps de faire exactement tout ce que j'avais prévu de faire, mais c'est la dynamique de la production d'un cours qui essaie d'être inventif et donc dont on ne connaît pas exactement le cheminement. Il y est aussi donc question d'un peu d'incertitude. Alors je rappelais la semaine dernière que, premièrement, l'allocation du temps qu'on consacre à des activités d'enseignement et de recherche impose certainement des arbitrages personnels, institutionnels, d'autant plus que ces activités sont inégalement valorisées et maintenant, vous l'avez compris, la performance de recherche a toujours une supériorité pour toutes les dimensions de la carrière. Deuxièmement, le niveau de l'enseignement pratiqué a une grande importance. L'enseignement doctoral diffère radicalement de l'enseignement au premier cycle ou undergraduate. Et en invoquant l'argument de l'asymétrie profonde des chances de réussite des activités, j'ai fait intervenir un élément perturbateur. Ce problème est donc celui de l'incertitude à exercer le rôle le plus valorisé. Et je reviens à deux de mes questions que j'ai posées la semaine dernière. Je les avais formulées en première personne en adoptant le point de vue de l'enseignant. Premièrement, l'incertitude étant grande sur l'identification des qualités qui font le bon chercheur, comment puis-je savoir si mes qualités sont aussi celles d'un bon chercheur ? Deuxièmement, comment puis-je m'assurer que mes qualités de chercheur sont durables, que leur valeur ne sera pas brutalement diminuée par la concurrence ou par un environnement changeant dans lequel mon travail se développe et pourrait perdre en quelque sorte de sa visibilité sans que moi-même je me sois transformé en bien ou en mal. Alors, ces questions, ce sont aussi les questions de l'institution, de l'établissement universitaire. Ce sont des questions d'identification et d'incitation. Comment identifier celles et ceux qui ont les profils que l'organisation recherche? Comment faire en sorte qu'une fois embauchés, ces enseignants-chercheurs soient durablement motivés à exercer une combinaison de rôles aussi dissemblables? Ou alors, que deviennent des carrières académiques si on procède au découplage partiel ou conditionnel ou explicite et non réversible de ces deux fonctions? Toutes ces situations arrivent aujourd'hui. L'institution sait que c'est la recherche qui est source de prestige et de réputation. Mais sauf à se transformer en pur et simple institut de recherche, elle doit d'abord former des étudiants. Si elle est en compétition avec d'autres établissements, que ce soit sur une base locale, nationale ou internationale, elle doit s'efforcer d'attirer suffisamment d'étudiants pour soutenir son offre d'enseignement, y compris dans des matières qui sont parfois peu demandées, les fameuses disciplines rares, comme l'on dit. Et elle doit s'efforcer d'attirer suffisamment de bons étudiants, puisque ceux-ci feront vraisemblablement une scolarité complète et normale, alors que des étudiants mal préparés ou mal assortis à l'offre proposée ont plus de risques d'abandonner leurs études. Je vous rappelle que sur une cohorte d'étudiants qui entrent en première année de licence en France, 27% obtiendront la licence au bout de 3 ans et 12% supplémentaires la licence au bout de 4 ans. Ça fait 40%. Ça n'est pas beaucoup. Et c'est assez stable et plutôt diminuant. Je précise ici d'un mot à nouveau pourquoi cette année j'examine de plus près la situation américaine. Je changerai mon agenda de travail pour l'an prochain, mais les outils dont je me sers, ils sont assez bien ajustés à ce que je fais apparaître dans la situation américaine. Premièrement, cette situation est beaucoup mieux documentée par l'abondance des travaux de recherche qui sont menés et dont j'en cite un certain nombre. Et deuxièmement, j'y trouve la variabilité des situations dont j'ai besoin pour établir ma démonstration. Le cas français
que j'étudierai donc plus précisément ultérieurement. Il est très différent pour deux raisons. L'uniformité du statut, dont les modulations éventuelles sont locales, mais sans qu'on en sache grand-chose jusqu'ici. Deuxièmement, le dualisme enseignement-recherche en université versus recherche en grand établissement de recherche n'a pas vraiment d'équivalent étranger de cette dimension et devrait donc être analysé soigneusement pour connaître les différences générales et les variations individuelles, par exemple, de productivité de recherche, puisque c'est l'activité commune à ces deux mondes, sous les deux statuts, ce que l'absence de données disponibles interdit de faire jusqu'ici, sauf dans des cas particuliers. Et à nouveau, je renvoie à cet article paru dans la revue économique de janvier de Jacques Mérès et Michele Pezzoni sur la comparaison des carrières des femmes et des hommes physiciennes et physiciens dans l'université et au CNRS. Alors, je vais partir maintenant, une fois cette précision donnée sur l'appariement entre une analyse de cas, l'Amérique, et qui est par ailleurs celle qui inspire par sa position élevée un certain nombre d'autres pays et de modèles nationaux, et mes problèmes d'analyse théorique. Maintenant, j'en viens à un paradoxe pour démarrer ma démonstration de cette semaine. La corrélation est positive entre l'orientation intensive d'une université vers la recherche et sa position dans la hiérarchie des réputations, ou si vous voulez, dans le classement des universités, puisqu'il y en a maintenant beaucoup. Or, les étudiants des universités les mieux classées paient beaucoup plus cher pour y étudier. Je parle des undergraduates. Les doctorants ne payent pas, ou pas exactement de la même manière. Ils payent par leur travail, mais on leur offre aux États-Unis des bourses doctorales. Sachant que ces universités font beaucoup de recherche, la question c'est, est-ce que ces étudiants undergraduates paient simplement pour un signal réputationnel, ou bien alors est-ce qu'ils paient pour des vrais apprentissages? Est-ce que c'est un jeu de dupes? Alors, on peut suivre ce sociologue américain que j'aime bien citer, qui s'appelle Arthur Stinchcombe, et proposer le raisonnement suivant. Les universités sont des institutions fiduciaires. Elles créent un système d'échange qui négocie et combine différents types d'incertitudes. Ce qu'une université de recherche achète est différent de ce qu'elle vend. Elle achète des réalisations savantes, des professeurs au cœur d'un monde d'avancées scientifiques rapides dans les sciences et le savoir, et elle vend l'éducation de prestige. Or, qu'est-ce que l'éducation de prestige? Disons que c'est le bon enseignement dispensé par de très bons enseignants-chercheurs, soulignons chercheurs, aux undergraduates, pour la partie pourtant bien établie du consensus au sein des disciplines. Par exemple, dans une discipline comme la chimie, les approches très différentes qu'adoptent des professeurs sur ce qui peut être une question essentielle de recherche se fonderont cependant sur le même manuel élémentaire de chimie quand ils enseigneront à des undergraduates. En tant qu'enseignants, ils enseigneront donc l'utilisation standard des connaissances ou des équipements des laboratoires destinés à l'enseignement, alors que dans leur activité de recherche, ils sont très spécialisés, ils sont à la frontière de la recherche la plus avancée et ils essaient de la percer, et ils ont des équipements uniques et très spécifiques pour ces travaux de laboratoire, pour leur recherche. En somme, l'université achète des savants sur le marché à haut risque de l'avancement dans la science et vend essentiellement de l'éducation certifiée excellente et standard pour former, par exemple, de futurs chimistes. Donc le professeur est embauché pour faire de la recherche
est aussi enseigné, alors que les droits de scolarité des étudiants sont destinés à financer un autre type de travail. Alors le lien entre les deux transactions est celui que j'ai évoqué plusieurs fois, c'est l'hypothèse, ou du moins le postulat, ou la culture tacite du monde académique, que si quelqu'un en sait suffisamment dans sa discipline pour la faire avancer, il sera capable de fournir un enseignement raisonnablement à jour du savoir sur lequel il y a consensus dans la discipline. Ou encore, selon la formule qu'adopte Stinchcombe, le marché à haut risque des avancées scientifiques promet aux étudiants qu'il y aura moins de risques qu'ils obtiennent un enseignement faux ou dépassé. Au début des années 1990, aux États-Unis, les débats se sont multipliés sur les effets négatifs de l'excès d'importance accordé à la recherche dans les universités. Les intérêts des undergraduates ne sont-ils pas sacrifiés, demandait-on. À cette période, les financements publics pour l'enseignement supérieur déclinaient et les universités privées, comme les universités publiques, diminuaient leurs dépenses par étudiant, tout en augmentant les tuition fees, les droits de scolarité, au-delà du taux de l'inflation. Donc, les étudiants ne payaient-ils pas davantage tout en recevant moins? C'est par exemple la question que posaient deux collègues, William Massey et Robert Zemsky, dans un article intitulé « Faculty Discretionary Time » de 1994. Et alors, les questions affluent sur le comportement des universités et des universitaires. Comment les universités dépensent-elles leur argent et comment fixent-elles leurs priorités? Doivent-elles seulement compter sur de nouvelles sources de financement pour développer de nouveaux programmes? Qu'est-ce qui explique la croissance spectaculaire des coûts administratifs? Et parmi ces évolutions, que faut-il imputer au comportement et aux stratégies des enseignants eux-mêmes? Ces questions et d'autres ont donné lieu à un grand nombre de pamphlets ou d'écrits critiques et de controverses de la part de journalistes ou d'universitaires, souvent conservateurs. J'en cite quelques-uns dans cette diapositive: Charles Sykes, Martin Anderson, Richard Huber, George Douglas. Vous avez les titres des ouvrages sur l'écran. Les imposteurs dans le temple, comment les How Professors Play the Cat Guarding the Cream, Why Are We Paying More and Getting Less in Higher Education, ou bien Education Without Impact, How Our Universities Fail the Young. C'est assez explicite, les titres. Et le thème général de ces pamphlets est le suivant: les universitaires qui bénéficient d'une forte autonomie et qui sont peu contrôlés ou essentiellement peu contrôlables. Après tout, la liberté académique est un principe fondamental. C'est même un des socles de ce qui existe aux États-Unis comme une exception absolue dans le marché du travail, c'est-à-dire la garantie d'emploi à vie, précisément pour offrir la liberté d'exercice et non pas la soumission à des contrôles et à des buts externes qui, en quelque sorte, détourneraient l'objectif de production et d'alimentation du savoir. Mais l'argument des pamphlétaires, c'est donc celui-ci. Les universitaires bénéficient d'une forte autonomie, d'une garantie d'emploi exceptionnelle, ils sont peu contrôlés et donc ils peuvent très bien se détourner de leur tâche d'enseignement des undergraduates pour s'intéresser d'abord à leur recherche ou au seul enseignement qui leur paraisse complémentaire de leur travail de recherche, l'enseignement des graduate students. Or, disent les pamphlétaires, les recherches que produisent la plupart des universitaires sont peu lues, peu citées et souvent sans portée réelle, ou même ont une portée négative, selon un certain nombre de ces auteurs conservateurs, puisque, disent-ils,
le monde universitaire est essentiellement libéral au sens américain du terme, c'est-à-dire orienté à gauche. Donc ces universitaires volent collectivement les étudiants qui payent de plus en plus cher des études de moins en moins bien encadrées. Qui plus est, ce sont ces étudiants undergraduates qui, par leurs frais de scolarité, contribuent directement à financer les bourses doctorales des graduate students, autrement dit, à subventionner des étudiants qui ne payent pas et qui sont choyés par leurs enseignants. Enfin, comble de déséquilibre, l'importance accordée à la recherche fait monter les salaires et les multiples avantages accordés aux professeurs dans les universités doctorales et de recherche. C'est l'effet de la compétition que se livrent les meilleures universités pour attirer les meilleurs chercheurs et les meilleurs étudiants. Donc les coupables sont, premièrement, les universitaires qui abusent de leur pouvoir discrétionnaire pour user de leur temps en fonction directe de leurs intérêts propres. La recherche est la grande source de satisfaction et de réputation. C'est le travail le plus gratifiant et le plus rémunérateur, au moins à titre différé, mais d'ailleurs aussi le plus incertain. Deuxièmement, les trustees n'exercent aucun contrôle réel sur l'administration des universités. Le système publish or perish qui détourne les enseignants de leur rôle socialement utile et qui les engage dans une voie à issue très risquée, étant donné le faible impact de l'immense majorité de leurs publications, ce système n'est pas remis en cause par les trustees, puisqu'ils sont heureux de bénéficier de la réputation des universités qui actionnent ce système avec intensité. Les présidents des universités qui affaiblissent leur pouvoir et leur autorité, c'est aussi les coupables, donc, qui affaiblissent leur autorité et leur pouvoir dans l'exacte mesure où ils souscrivent à l'orientation dominante des facultés, des académiques vers la recherche. Sur ce terrain-là, la compétence des présidents est très faible. La culture excessive de la recherche est un autre coupable. Il conduit donc non seulement à priver les étudiants de ce pour quoi ils paient, mais aussi à créer parfois des comportements déviants chez les enseignants. La course à la publication qui peut donner lieu à des fraudes, l'industrie éventuelle du plagiat, l'appât du gain ou le comportement mercenaire quand on calcule ses chances de mobilité pour augmenter son salaire, l'usage peu scrupuleux de fonds de recherche. Il y a des exemples régulièrement dans la presse spécialisée sur l'enseignement supérieur, par exemple le Chronicle of Higher Education. Je vous recommande sa lecture qui énumère ces dysfonctionnements. Enfin, et finalement, c'est un des arguments qui est régulièrement avancé, le coupable, c'est aussi la protection excessive accordée aux universitaires par le système de la tenure, qui est une garantie d'emploi à vie, et depuis que la retraite n'est plus du tout obligatoire, c'est une des lois qui a été passée aux États-Unis, on ne peut pas forcer quelqu'un à prendre sa retraite, du moins légalement. Vous voyez bien que garantie d'emploi à vie peut dire quelque chose de quasiment intégralement biographique. Évidemment, l'ensemble de ces critiques repose sur le postulat que les choses iraient sans doute mieux si l'enseignement et la recherche pouvaient être essentiellement découplés, comme c'est plutôt le cas dans les liberal arts colleges, c'est-à-dire des institutions qui offrent 4 ans d'enseignement supérieur, donc le diplôme du baccalauréat, ou au moins si l'asymétrie qui place la recherche au-dessus de l'enseignement était inversée. Et c'est pourtant exactement le contraire de ce qu'est le ressort de la puissance de recherche de ce qui fait la réputation mondiale des universités américaines, c'est-à-dire leur puissance de recherche, cette réputation qui déclenche une concurrence imitative pour adopter les principes d'organisation de ces universités américaines. En quelque sorte, l'argument des pamphlets revient aussi à dénoncer le financement de la notoriété mondiale
de cet avantage qui est donné à la recherche par les tuition fees payées par les étudiants undergraduates, alors que ceux-ci ne retirent aucune utilité directe de la recherche et qu'ils en paient même éventuellement les effets négatifs en ayant beaucoup à faire à des teaching assistants, à des adjuncts, plutôt qu'à des professeurs très bien payés. En somme, les universités peuvent bien être plus efficaces sur un plan, la recherche, mais elles sont en défaut sur l'autre mission qu'elles ont, une autre des missions qu'elles ont, c'est-à-dire l'enseignement. Alors, je vais un instant développer ce point de l'argument de ces missions, parce qu'il a à faire avec la nature juridique des universités. Je rappelle, et les chiffres qui figurent sur ce tableau l'indiquent aussi, que les universités américaines et la majorité des universités mondiales sont des organisations dites de non-profit. Elles sont soit de caractère public, soit de caractère privé, mais de privé non-profit. Ici, vous avez les chiffres par type d'université dans la catégorisation de Carnegie, que j'ai déjà présenté antérieurement. Les universités qui offrent le bachelor sont à peu près 650, vous en avez 133 publics, 479 privés, vous comprendrez assez vite ensuite pourquoi le financement n'est pas le même. Les universités qui proposent un masters jusqu'au niveau masters sont 260 publics, 360 privés, et les universités doctorales, on en trouve près de 300, 175 publics, 107 privés. Au total, 2650 universités, ce sont des chiffres de 2015, publiés en 2015, 1500 publics, 1000 privés, et vous en avez 143 qui font exception, qui sont for profit, des universités qui présentent l'enseignement et l'éducation comme un bien commercialisable sur lequel on peut faire du profit. Elles ne sont que 143, mais elles ont tout de même connu un certain développement. Elles ont connu un développement depuis une quinzaine d'années. C'est encore relativement marginal, comme je le dis, et c'est concentré essentiellement sur des formations courtes. Vous voyez, Associates, c'est des diplômes de 2 ans, Bachelor 4 ans, Masters, ça rassemble l'essentiel, la très grande majorité de ces établissements. Il n'y a que 10 universités doctorales for profit. Et c'est surtout de l'enseignement donc court, de l'enseignement de la formation permanente, de la formation professionnelle en alternance notamment. Au passage, ces universités for profit ne regroupent que 1% du personnel employé à plein temps, alors qu'elles regroupent 9% du personnel employé à temps partiel dans le monde des universités. Donc les conditions d'emploi ne sont pas exactement les mêmes que dans le monde des universités de non-profit. Alors, qu'est-ce qui justifie l'existence d'organisations, d'institutions de non-profit si on met de côté l'argument a priori de l'intérêt général et du bien public, ou plutôt si l'on demande quelles caractéristiques ont ces biens et ces services qu'elles fournissent, ces organisations de non-profit, et qui justifient que ces biens et services soient produits et fournis sous des conditions non marchandes. On peut prendre le problème à l'envers d'abord pour répondre, et je reprends ici les arguments d'un théoricien célèbre de ces questions qui s'appelle Henry Hansman, qui est à Yale, et son argument est le suivant. Il existe un certain nombre de conditions sous lesquelles le marché fournit des biens et des services à des prix et des qualités qui sont plus efficaces socialement qu'une solution non marchande. Parmi ces conditions qu'il faut remplir, il y a le fait que les consommateurs peuvent
sans coût ni effort indus, opérer avec une précision raisonnablement grande des comparaisons entre les produits offerts et entre les prix pratiqués par les différentes entreprises, les différentes marques, avant de faire leurs achats. Deuxièmement, ces consommateurs peuvent s'entendre avec l'entreprise choisie sur les biens et les services qu'ils demandent à la firme de leur fournir et sur le prix à payer. Et troisièmement, ils peuvent déterminer ensuite si la firme a respecté l'accord et ils peuvent obtenir réparation si ce n'est pas le cas. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la concurrence marchande ne remplit pas son rôle disciplinant, car elle n'interdit plus au producteur d'exploiter la situation de transaction à son avantage à lui, c'est-à-dire de maximiser son profit au détriment du consommateur, en vendant par exemple des biens de qualité inférieure à des prix trop élevés. Si donc ces conditions évoquées ne sont pas remplies, les entreprises de non-profit sont mieux placées pour fournir les biens et les services que demandent les consommateurs, pour la simple raison qu'ils ne peuvent pas s'approprier les profits qu'ils réaliseraient s'ils décident de pratiquer des prix trop élevés pour des qualités médiocres. Le fait que légalement l'organisation de non-profit soit tenue de consacrer la totalité de ses ressources à la production des biens et des services qu'elle offre, qu'elle ne distribue pas de profit en quelque sorte, constitue une garantie pour le consommateur. Je rappelle en effet, après Huntsman, que le propre des organisations de non-profit est non pas de s'interdire d'obtenir des revenus supérieurs à leurs dépenses, ce qui s'appellerait des profits dans le système marchand, mais de s'interdire de distribuer ces profits à ceux qui détiendraient des droits de propriété sur l'organisation, à des actionnaires en quelque sorte. Ici, il n'y a pas d'actionnaires. Et ne pouvant pas distribuer de profits, ces organisations qui n'ont pas d'actionnaires n'ont que des parties prenantes. Elles n'ont pas de shareholders, elles n'ont que des stakeholders. Donc, quels sont ces biens et services dont les caractéristiques sont telles qu'ils sont surtout fournis par des organisations de non-profit? Ce sont des biens et des services sur lesquels les consommateurs potentiels n'ont pas autant d'informations que leurs producteurs, les producteurs de ces biens et services. Les consommateurs sont dans l'incapacité d'évaluer correctement la quantité et la qualité du service dont ils ont besoin et que la firme leur produit. Alors regardons le cas de l'enseignement. Les étudiants peuvent certes évaluer les actes d'enseignement qui leur sont fournis et transmettre ces informations à l'extérieur, surtout aujourd'hui, avec les sites qui existent et qui agrègent toutes ces données. Mais les questions posées sur la signification exacte des évaluations qui sont produites par les étudiants, ces questions sont innombrables. J'en indique brièvement quelques-unes pour renforcer l'argument selon lequel les consommateurs, ici les étudiants, appelons-les ainsi, des consommateurs, ne peuvent émettre qu'un jugement partiel sur ce qui leur est fourni, et donc que les biens et les services éducatifs sont non seulement impossibles à connaître avant d'en faire l'expérience, mais qu'ils sont encore difficiles à juger dans toutes leurs dimensions, pendant même qu'on en fait l'expérience. Parmi ces arguments, voilà, la qualité de l'enseignement est multidimensionnelle. Certaines composantes sont assez aisées à observer, par exemple la qualité de préparation du cours, la qualité de l'organisation de ce cours et de la performance de l'enseignant, est-ce qu'elle est vivante ou pas, le degré de motivation et d'engagement de l'enseignant dans la situation d'échange pédagogique. Vous avez toute une liste de rubriques sur lesquelles les évaluations sont faites par les étudiants. Mais parmi ces rubriques ne figurent certainement pas des dimensions qui sont beaucoup plus difficiles à évaluer instantanément, comme la capacité à susciter des apprentissages en profondeur, à permettre de maîtriser des savoirs plus généraux et plus abstraits qui sont en fait plus utiles à long terme et dont le bénéfice ne se révèle pas instantanément. Car l'évaluation instantanée
ne sait pas capter aisément ce qui fait la différence entre des connaissances appropriables immédiatement et des connaissances et des compétences qui ont une valeur durable, cette valeur ne se révélant que sur le moyen et le long terme et parfois bien longtemps après la fin des études. C'est en somme l'argument de la différence qu'il faut faire entre des compétences et des connaissances de base bien répertoriées et des connaissances et des compétences de second ordre ou d'ordre supérieur, celles qui sont davantage abritées d'ailleurs de l'obsolescence que ces connaissances spécialisées et de base de premier ordre, en somme des métacompétences comme la capacité d'apprendre par soi-même ou la capacité d'extraire des situations qu'on rencontre leur potentiel formateur, comme je l'ai déjà indiqué antérieurement. Ces qualités, d'ailleurs, sont celles que valorisent beaucoup les employeurs dans les secteurs et dans les conjonctures de transformation technologique rapide, puisque, par définition, elles rendent obsolètes toute une partie des compétences délivrées, des compétences de base. Enfin, autre argument sur lequel je reviendrai, qui désigne cette limite des évaluations révélées par ce que j'ai indiqué la semaine dernière, c'est-à-dire le triple constat de l'inflation des notes, des quantités décroissantes accordées au travail scolaire par les étudiants et de la corrélation positive entre notes aux étudiants et évaluation par des professeurs par les étudiants, il se peut bien que l'évaluation ne mesure rien d'autre que la bonne exécution d'un contrat implicite passé entre les étudiants et les enseignants et qui n'équivaut pas à la maximisation des efforts et des performances des uns et des autres, que ce soit en qualité ou en quantité. Donc l'évaluation de l'enseignement n'est pas si simple. L'évaluation des activités de recherche et de la qualité de chercheur des enseignants, elle a les caractéristiques inverses. Pour les étudiants ou leurs familles ou leurs proches, cette évaluation de la qualité de chercheur d'un enseignant, elle est très difficile à faire sur le fond, le contenu des recherches, par définition. Mais elle peut très bien s'appuyer sur les multiples outils qu'utilise la communauté scientifique elle-même pour construire les réputations de ses membres. Par définition, ces informations sont publiques. Elles ont intérêt à être le plus public possible, puisque c'est ça qui soutient la réputation d'un chercheur. Et elle peut s'appuyer aussi sur toutes sortes d'indices de visibilité qui sont accessibles très facilement, sans qu'on ait à faire l'expérience directe de l'observation du chercheur dans son travail de recherche. C'est donc exactement l'inverse de ce qui se passe dans l'enseignement. Alors, j'ai dit antérieurement que la corrélation entre l'évaluation que font les étudiants de leurs professeurs et la productivité de recherche des professeurs est très faible ou nulle. Et pourtant, ex ante, il est facile de prendre la recherche pour une bonne approximation du niveau académique des professeurs et de la qualité des universités. Mais donc, que dire du fait que cette corrélation entre valeur de recherche et valeur d'enseignement est essentiellement nulle? Ceci indique tout simplement que ce bien d'expérience qu'est l'enseignement a une réalisation contingente et qu'une partie significative de sa valeur dépend de ce contrat qui est passé entre les étudiants et les enseignants et pas du seul effort, bien sûr, des enseignants. Je conclus ce développement en le résumant ainsi. Le problème qui conduit Stinchcombe à parler de l'université comme d'un établissement fiduciaire est un problème d'asymétrie informationnelle quant à la valeur des biens et des services qu'on considère. Cette situation d'asymétrie informationnelle est une justification théorique classique de l'émergence et du développement des organisations de non-profit, puisque l'avantage d'une organisation de non-profit est qu'en raison de la contrainte de non-distribution des gains, issus d'un éventuel objectif de maximisation de profit, les responsables de l'organisation sont limités dans leur capacité d'exploiter à leur avantage leur meilleure information. Les consommateurs font donc plus aisément confiance à des producteurs de biens et de services sur la qualité desquels
ils n'ont pas l'information suffisante lorsqu'ils savent que ces producteurs de biens et de services ne peuvent pas tirer avantage de la situation ou ne peuvent le faire que de manière très limitée et pas par le vecteur du profit. La contrepartie de cette situation est que, sans pression exercée par une contrainte d'efficacité, qui est en quelque sorte l'autre face de l'absence de profit à maximiser, il n'est pas certain que l'organisation de non-profit fournisse le meilleur service possible ou ait intérêt à se gouverner de la manière la plus efficace. Ici, l'argument, c'est que les membres de l'organisation peuvent se soucier d'abord de fournir, par exemple, une qualité la plus élevée possible qui correspond à leurs idéaux personnels, ce que, dans l'analyse des organisations culturelles, un collègue avait appelé la stratégie de la surqualité. C'est Xavier Dupuis. Les débats qui ont lieu régulièrement dans les institutions qui délivrent un enseignement professionnel, par exemple les écoles de commerce, touchent directement à ce point. C'est le fameux débat sur rigor or relevance. Est-ce qu'il faut être rigoureux dans la production du savoir et délivrer un savoir le plus rigoureux possible? Si c'est ainsi, c'est qu'on veut garantir sa qualité parce qu'elle est à la plus grande proximité de la recherche la plus avancée. Mais développer des activités sophistiquées de recherche a-t-il une valeur proportionnée qui se justifie pour un enseignement à des undergraduates qui ne feront jamais, pour l'immense majorité d'entre eux, d'études doctorales, et en outre qui font des études dans des enseignements dont la finalité pratique est immédiatement évidente. C'est le thème de relevance. Nous avons besoin d'enseignements qui sont relevant, qui sont pertinents. L'intérêt des académiques pour rigor, pour la rigueur scientifique, disent les avocats de relevance, satisfait des ambitions élevées dont les enseignants peuvent aisément se persuader ou persuader qu'elles sont préférables à toute autre stratégie. C'est en quelque sorte mettre l'absence de profitabilité au service d'intérêts supérieurs qui sont plus gratifiants à servir et qui permettent d'exercer une activité dans d'autres conditions que le rendement à court terme de ce qu'on veut produire. Mais quelle est la limite entre la noblesse des idéaux élevés qu'on veut servir ainsi et l'orientation de l'activité vers des objectifs qui sont gratifiants pour les membres de l'organisation, mais qui sont sans rapport direct avec les demandes plus immédiates des consommateurs? Voilà une question qui ne se résout pas par de simples échanges d'arguments, mais par l'analyse des situations de gains et de pertes pour chacune des parties prenantes et qui se résout par la définition ou la détermination d'un équilibre possible. Ce qui est intéressant, c'est que l'idéal qui paraît concilier les points de vue, c'est ce qu'on appelle la poursuite de l'excellence. J'ai déjà parlé de ce vocabulaire de l'excellence. Je vais m'y attarder un instant. Prenons au sérieux cet argument de l'excellence et traitons-le comme un idéal absolu. Il est très répandu dans le monde scientifique et universitaire. On peut dire que ce sont des creusets de la culture de l'excellence. Et il apparaît légitime parce qu'il est la clé de voûte d'un système d'objectifs qui sont par ailleurs difficiles à spécifier exactement. Une des caractéristiques des organisations de non-profit est en effet de n'être pas organisées selon un système de rationalisation, de définition et de rationalisation d'objectifs bien définis, hiérarchisés, et dont la réalisation mesurable donne lieu à un contrôle en termes d'output, de profit, de marge, etc. C'est bien tout ce qui fait sa différence avec le monde de l'économie de profit. Parce que dans ce monde de l'économie de profit, le but fondamental des entreprises, n'importe où, c'est de faire des profits. Sinon, elles disparaissent. Elles choisissent de répartir les profits selon les objectifs qu'elles veulent se donner,
vis-à-vis de leur personnel, vis-à-vis de leurs actionnaires et vis-à-vis de leur environnement, à travers le thème de leur responsabilité sociale, mais sans profit, quelle que soit la manière de le répartir, dans un secteur d'économie marchande et concurrentielle, l'entreprise disparaît. Quels sont les objectifs des universités dans un système de non-profit? 3 missions constituent les principes structurants de ces organisations: l'enseignement, la recherche et ce qu'on appelle aux États-Unis le public service. Le socle commun à tous les établissements, c'est l'enseignement court ou long des undergraduates. Comme ce sont des organisations de non-profit, leurs ressources sont pour une partie plus ou moins essentielle tirées des financements publics, des dons philanthropiques, comme on les appelle là-bas, et des versements, ce qui est à peu près la même chose dans beaucoup de cas, des versements défiscalisés. Quand vous faites un don pour des causes d'intérêt général, c'est défiscalisé, c'est autant d'impôts en moins. Ce qui veut dire que ce système de financement donne à un nombre assez important d'individus qui ont les moyens de jouer ce rôle, donne une fonction, un levier d'action sur la fourniture d'enseignement supérieur. Et c'est aussi le produit des endowments. Ici, je vous donne la structure des ressources des universités américaines. À gauche du tableau, les 3 colonnes de gauche, c'est les universités qui fournissent des études en 2 ans, et à droite, les universités qui fournissent au moins des études en 4 ans ou plus. La partie bleu foncé, c'est les tuition. La partie claire, c'est les financements publics, et la partie grisée ici, c'est les investissements, c'est-à-dire le produit des investissements à faire. C'est une partie des ressources qui seront amorties plus tard, et le reste, en blanc, c'est tous les autres revenus. Donc, figure là-dedans le produit des endowments et les dons, les fameux dons philanthropiques. Vous voyez quelle est la structure de ces ressources. Les universités de non-profit privées de 2 ans gagnent essentiellement, obtiennent essentiellement leurs ressources par les tuition et les fees. C'est le cas, évidemment, encore beaucoup plus pour les universités de profit. Ça, c'est dans le monde des universités de 2 ans qui fournissent un enseignement court et un enseignement long. La structure est assez différente, sauf pour les secteurs du profit, où là, on paye, et le reste, c'est marginal. Mais dans le monde des universités publiques de 4 ans et plus, ce sont les financements publics qui forment la partie majoritaire, 41%, les autres revenus, 35%. Et dans le monde des universités privées, de 4 ans et plus, ce sont essentiellement les dons et les investissements, c'est le produit de placement d'endowments, c'est des choses comme ça, des ressources de cette nature, qui financent l'essentiel. Et les tuitions forment dans les 2 cas la minorité des ressources, une part assez faible des ressources. Voilà la structure du système. Cette structure des ressources, est-ce qu'elle permet, on peut montrer aussi que le poids variable de la dimension sociale, des conséquences sociales de la mission d'enseignement à partir de cette structure des ressources. La dimension sociale, c'est fournir l'accès à l'enseignement supérieur à tous les jeunes sans discrimination par les ressources. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Ici, à nouveau, ces données sont issues d'une compilation de données de National Education Statistics, de l'organisme qui compile les données publiques, enfin, un organisme public qui compile les données sur l'enseignement supérieur. Les données sont ici inversées. Les universités de 4 ans et plus sont à gauche et celles de 2 ans sont à droite. On a ici le coût des études.
selon qu'elles sont sur le campus ou que vous n'êtes pas sur le campus, mais que vous vivez dans votre famille, ou alors, ça c'est la couleur un peu plus claire, et la couleur la plus claire, c'est vous êtes hors du campus, donc vous ne payez pas les frais de vie sur le campus, mais vous ne vivez pas non plus avec votre famille. Voilà les coûts des études. Vous voyez que le public, les sommes sont autour de 20 000 $, sauf quand vous ne vivez pas, c'est 13 000. Et pour le privé, on est sur 40 000 et plus. Ces coûts ont beaucoup progressé dans les années passées. Les universités for-profit sont autour de 30 000. Et dans les institutions privées, la hiérarchie est à peu près la même en termes de coûts. Et ici, vous avez le coût net pour les études après qu'on a fait intervenir ça c'est la partie sombre, toutes les aides de toutes sources possibles qui sont données aux étudiants. Et le tableau distribue le coût net des études en fonction des revenus des familles. Vous avez ici le total, enfin la distribution générale, et là les ressources des familles qui sont inférieures à 30 000 $, et ici à plus de 100 000 $, 110 000 $. Et vous voyez que, évidemment, le coût net payé par les familles et les étudiants sous forme d'endettement, il est plus élevé, bien sûr, pour les familles riches, parce qu'il y a un mécanisme de conditionnalité des prix et des aides en fonction des ressources, mais la variation est beaucoup plus faible en termes d'aides, de bourses et autres, la variation entre ceux qui sont que la variation des niveaux de vie des familles, évidemment. Donc le système n'est pas précisément redistributif, il corrige en partie les inégalités, mais il ne les corrige que pour une fraction, bien sûr. Et le prix total des études, il est simple à comprendre. Les familles riches payent évidemment des études chères dans des universités privées de non-profit qui sont plus chères qu'ailleurs. Voilà, c'est un bon résumé en quelques slides, quelques diapositives de la situation. Je n'entre pas dans un détail supplémentaire. Donc, je veux dire par là qu'il existe des distorsions considérables dans la mise en œuvre effective de l'objectif social de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, une fois qu'on a posé le filtre de la stratification des établissements. Et cette stratification, elle est elle-même le produit d'une corrélation implacable entre le coût de la scolarité, la sélectivité des établissements sur la base de tests à l'entrée, et qui sont eux-mêmes largement corrélés à l'origine sociale des étudiants. Je reviendrai sur ce point la semaine prochaine. Mais en deçà de ces réalisations distordues de l'idéal, donc la réalité, le principe régulateur qui constitue la philosophie générale de l'enchâssement de la production de biens éducatifs dans un système de non-profit, le principe régulateur général, c'est bien celui qui affirme que la poursuite de l'intérêt général est une mission qui doit donc absorber la poursuite par les individus de leur intérêt particulier. L'intérêt particulier, c'est l'investissement en capital humain, et ce, pour des raisons de justice sociale et aussi d'externalité sociale et économique. Le fait que la formation des individus bénéficie à la collectivité tout entière au-delà des bénéfices privés de chacun. J'en ai déjà parlé. Ce socle commun à toutes les composantes du système universitaire, on peut l'appeler la mission universelle par excellence de l'université, pour réunir tous les mots, mais les distribuer dans un ordre légèrement différent. Évidemment, sa réalisation de cet idéal nous plonge dans le monde bien réel et moins glorieux de la gravitation sociale et de ses lois d'inégalité. La deuxième mission, celle de la recherche, ne doit en théorie concerner essentiellement que les universités ou les programmes universitaires pour lesquels la recherche et l'enseignement sont directement complémentaires, c'est-à-dire les universités doctorales. Elle est réalisée par la production avérée
publiquement constatables de résultats de recherche, c'est-à-dire des publications et des brevets. Nous l'avons vu. La troisième mission, le fameux public service, généralise en quelque sorte l'argument des externalités de la formation supérieure attachée aux deux premières missions, éduquer des citoyens et apporter la contribution des avancées du savoir à la société, la responsabilité des universités étant en quelque sorte d'agir à l'égard de la communauté sociale tout entière. C'est le cœur de l'argument de l'arrimage des deux premières missions à une organisation de non-profit qui soit en quelque sorte profitable à tous, mais appropriable par personne seulement, parce que les bénéfices ne doivent pas être appropriés entièrement par la somme des gains personnels de ceux qui en bénéficient, étudiants, familles, enseignants, administrateurs. Le résultat est simple. Chacun de ces objectifs peut être jugé socialement désirable et digne des financements appropriés, mais aucun ne peut être directement la source de profit pour l'organisation et donc leur réalisation doit être subventionnée d'une manière ou d'une autre. Cette trinité des missions de l'enseignement supérieur, est-ce qu'elle constitue un répertoire d'objectifs aisément spécifiables et hiérarchisables? Hiérarchiser et spécifier des objectifs, c'est l'effort qui est régulièrement entrepris par les organisations et leurs financeurs, les tutelles publiques, les réseaux d'alumni, les entreprises donatrices, etc., chaque fois qu'on veut établir des contrats d'objectifs. Il y a eu récemment des disputes autour des contrats d'objectifs entre l'État et telle ou telle université ou le CNRS. Donc la dispute est vive. Mais la déclinaison des missions générales en objectifs et en priorités précisément articulées et hiérarchisées, elle est souvent beaucoup plus vague et elle est sujette à des interprétations et des controverses et des variations locales. Quand ils sont trop vagues, les objectifs satisfont plus facilement les vœux de chacun, mais sont évidemment impossibles à mettre en œuvre rationnellement autrement que comme des principes régulateurs qui satisfont tout le monde. Quand ils sont trop exactement précisés, ils peuvent susciter assez vite la controverse parmi les différentes parties prenantes. Et pour suivre ici un raisonnement d'un collègue, Charles Clodfelter, qui a écrit un livre fort intéressant qui s'appelle « Buying the Best », consacré à l'enseignement supérieur, on peut dire que le principal point de convergence entre les objectifs, ou si l'on veut, le point de fuite de la perspective de leur réalisation complémentaire, c'est précisément cet argument de l'excellence dont je parlais plus haut. L'engagement à l'excellence partagé en principe par tous. C'est une sorte de définition pacifique du jeu à somme positive. On peut dire aussi que c'est une sorte de rhétorique de réassurance collective. Ce point de fuite de l'excellence est d'ailleurs une constante historique. On peut en faire l'inventaire au long de l'histoire multiséculaire des universités et décliner cet argument de l'excellence sur tous les plans, par exemple celui de la non-rivalité des disciplines, chacune devant porter l'étendard de l'excellence. Cet argument de l'excellence, ou de l'excellence pour tous, est en quelque sorte la signature de la philosophie de l'organisation de la production et de la transmission du savoir qui doit, pour exister comme tel, écarter a priori l'argument des contraintes qu'imposerait la rareté des ressources et la rareté des capacités. L'idéal de réalisation de ces objectifs sous l'étendard de l'excellence, cet idéal a un horizon illimité, tout comme la progression du savoir est par principe illimitée, et on peut le dire aussi, la progression de la conscience démocratique et la consolidation des droits de chacun à la réalisation de soi doivent être illimitées et se nourrir en quelque sorte de leur propre incomplétude qui est constatée à chaque instant et qui peut être mesurée à chaque instant, mais l'horizon illimité permet à ces objectifs de se déployer comme des principes régulateurs incessants.
tout irait bien si l'excellence était une valeur absolue, si c'était une incarnation simple de la qualité des services éducatifs ou de recherche qui sont rendus dans des conditions optimales d'équité ou d'égalité. Il en va de même de la recherche, ce serait en quelque sorte un investissement collectif qui aboutirait si chacun engageait effort, motivation et compétences. Mais ici revient la dichotomie entre les chances de réussite très asymétriques dans l'exercice des deux métiers de base. Et par la porte de cette asymétrie s'engouffre la transformation de la valeur absolue en valeur relative. L'excellence devient une valeur relative dès que les institutions se font de fait concurrence pour attirer les meilleurs enseignants et les meilleurs étudiants, les donateurs les plus généreux, les soutiens les plus efficaces et les financements publics attribués éventuellement en fonction des ambitions et des réalisations des différentes institutions. Donc, via l'asymétrie entre recherche et enseignement, l'excellence se transforme assez vite en une maximisation du prestige et de la réputation. Le prestige et la réputation, c'est en quelque sorte la conversion de l'idéal d'excellence en excellence recherchée par et dans chaque institution sous le régime de la concurrence. Alors, le problème que doit résoudre une institution qui veut assurer les missions d'enseignement et de recherche dans un environnement concurrentiel, ce problème est assez simple. Elle cherche à attirer des académiques de valeur, des stars confirmées de leur discipline ou des jeunes très prometteurs, afin d'augmenter ses chances d'attirer aussi les meilleurs étudiants, d'attirer les financements extérieurs sur les projets, d'attirer les aides et les donations les plus importantes. Ici, la recherche joue ce rôle, que j'ai déjà souligné, de vecteur réputationnel imbattable. Ajoutons maintenant cet ingrédient de la dissymétrie des chances de réussite dans les deux rôles de chercheur et d'enseignant. Il est plus difficile d'être un très bon chercheur que d'être un très bon enseignant. À cela, il y a une conséquence directe. Si j'associe les deux rôles, je serai face à la composition de probabilité la suivante. Un très bon chercheur a des chances élevées d'être aussi un enseignant au moins normal, et cette combinaison-ci est supérieure à la combinaison qui part d'abord des qualités de l'enseignant. Un enseignant, même excellent, a des chances élevées d'être un chercheur moyen ou peu visible et peu cité. Les courbes que je vous ai présentées antérieurement aident à le comprendre aisément. Et donc, le pouvoir réputationnel de la recherche se mesure directement aussi en faisant cet exercice de composition des probabilités. C'est en ce sens qu'on peut dire que la réputation est un argument imbattable, que c'est cet élément clé de la valeur fiduciaire de l'offre qui est faite par une université dans laquelle les individus doivent pouvoir avoir confiance. Mais maintenant viennent les problèmes, car placer en tête, en quelque sorte en tête de gondole, le signal réputationnel de la recherche, ça entraîne toute une série de conséquences en cascade en raison précisément de l'incertitude sur la réussite dans l'exercice du rôle de chercheur. Premièrement, la position élevée de la recherche est inductrice d'une compétition fiévreuse entre les établissements pour attirer les académiques de la meilleure qualité, la qualité de chercheur étant la plus rare et la plus coûteuse à détecter et à rémunérer. Deuxièmement, cette compétition est inductrice d'une concentration des talents, en vertu de la loi qui veut que les chercheurs sont plus inventifs au contact d'autres chercheurs de qualité égale ou supérieure à la leur, et au contact d'étudiants dont les qualités les stimulent, s'ils sont doctorants, ou s'ils sont undergraduates, dont le niveau rend les résultats du travail d'enseignement plus certains. Je montrerai la semaine prochaine que les taux d'abandon des étudiants en cours d'études sont d'autant plus faibles que l'institution est située plus haut dans la hiérarchie et plus sélective dans ses admissions en première année.
Ça n'est pas une vraie découverte. Troisièmement, cette compétition est inductrice d'une concentration des académiques réputées dans des universités dont les ressources sont suffisamment importantes pour leur permettre d'offrir des salaires attractifs et ou, quand les salaires sont plutôt égalitaires, hors de système de primes, pour leur offrir aussi toute une série d'avantages divers qui permettent d'augmenter la qualité des conditions de travail et la productivité potentielle de recherche. On peut dire que c'est une sorte de composante de productivité structurelle, pour employer un vocabulaire qui fait florès en ce moment. Quatrièmement, cette compétition a deux propriétés qui s'éloignent beaucoup de l'excellence pour tous. Premièrement, en raison des trois premières caractéristiques que je viens d'évoquer, elle donne lieu à un déploiement à grande échelle des inégalités de ressources, de performance et de réputation qui sont fondées sur le mécanisme de l'avantage cumulatif, dont j'ai déjà parlé, avec ses boucles d'auto-renforcement et cette dynamique amplificatrice. Deuxièmement, elle imprime typiquement une dynamique de concurrence positionnelle, je vais tout de suite parler de ce terme, dans la strate où se situent ces institutions qui ont à assurer les deux missions d'enseignement et de recherche. Je veux parler des universités doctorales. Qu'est-ce que c'est qu'une concurrence positionnelle ? C'est une compétition au sein d'un système hiérarchisé et fermé par des barrières d'entrée élevées. J'emprunte cette notion à un chercheur en sciences sociales, je ne sais pas si on doit le dire sociologue ou économiste, il a été cité par les deux, qui s'appelle Fred Hirsch, et il a écrit un livre célèbre qui s'appelle The Social Limits of Growth, les limites sociales de la croissance, et il dit dans ce livre, par concurrence positionnelle, j'indique la concurrence je traduis, qui est fondamentalement une concurrence pour une position à un rang plus élevé au sein d'une hiérarchie explicite ou implicite et qui procure des gains par le moyen des pertes d'autrui. Donc je ne peux gagner que si autrui perd. Donc la concurrence positionnelle, dans le langage de la théorie des jeux, c'est un jeu à somme nulle. Ce que les gagnants gagnent, les perdants le perdent. Ça, c'est pour contraster cette situation avec une concurrence qui augmente les performances ou les satisfactions de tous les compétiteurs, de sorte que les gagnants gagnent, mais que les perdants ne perdent pas autant que les gagnants ne gagnent. C'est ce qu'on appelle un jeu à somme positive. Donc, à l'argument d'un jeu concurrentiel à somme nulle, qui est la définition de la compétition, l'argument de la concurrence positionnelle ajoute les traits d'une différence hiérarchique entre les concurrents dans un système fermé. D'où cette propriété de la compétition positionnelle. Les suiveurs, ceux qui ne sont pas en haut de la hiérarchie, sont essentiellement contraints d'imiter les leaders qui dominent en innovant dans leur technologie d'enseignement et de recherche. Les innovations qui sont adoptées dans cette rivalité hiérarchique et mimétique percolent en quelque sorte au long de la hiérarchie. C'est ce qui explique qu'il y a plus d'inertie que de variabilité dans la stratification des établissements et dans les classements qui signalent toutes les dimensions de cette stratification. Vous trouvez à peu près constamment les mêmes dans la partie supérieure des classements depuis des années et des années, avec quelques nuances qui permettent d'épicer l'exercice du classement, mais ce sont des nuances marginales. La technologie éducative des leaders, elle est coûteuse. Il faut embaucher des chercheurs enseignants qui ont des exigences élevées, monétaires ou non monétaires, peu importe, et qui demandent à évoluer dans un environnement qui est appareillé à leur qualité, et tout ceci à un prix élevé qui ne peut être réglé que moyennant des ressources appropriées. Je vous ai présenté la structure de ces ressources, et notamment des donations plus abondantes quand les institutions sont prestigieuses, et des frais de scolarité dont le niveau, je l'ai dit, est corrélé à la position de l'institution.
parce que si l'institution fait payer trop cher pour ce qu'elle offre en termes de réputation, elle finira par le payer avec un certain délai. Elle doit donc investir sans arrêt dans les arguments qui fondent sa réputation et dans les signaux qui diffusent cette réputation de qualité. Et les classements se sont multipliés et ils se font concurrence, mais ils sont au moins convergents sur un point. La production des classements amplifie les effets de la concurrence positionnelle et renforce la légitimité de la hiérarchie des réputations auprès d'un nombre élargi de parties prenantes, parmi lesquelles tout particulièrement les employeurs des diplômés des établissements qui sont en concurrence. Bref, les conditions sont réunies pour développer et consolider une prophétie autoréalisatrice. En étant contraintes de jouer le jeu, les institutions en concurrence ne font qu'entretenir la puissance de l'outil classant et hiérarchisant. L'innovation proposée depuis quelques années par les fameux MOOC, qui peut être décrite comme une sorte de choc externe à ce jeu fermé et fortement inertiel, a d'ailleurs été rapidement absorbée par les leaders de l'oligopole des Research Universities d'élite, Stanford et Harvard, avant que ces mêmes leaders commencent à distiller les doutes sur la portée exacte de cette innovation. C'est un point assez intéressant à observer. Quand on introduit un couple aussi dissymétrique que le couple enseignement-recherche dans la structuration d'une hiérarchie d'institutions, on obtient deux effets potentiellement contradictoires. La qualité de la recherche qui est offerte et incorporée dans la réputation de l'université et de son corps enseignant s'impose aisément, je l'ai dit, comme une bonne approximation de la qualité espérée d'enseignement, notamment pour ces raisons de composition des probabilités que j'ai évoquées. Donc la force fiduciaire de la réputation que détient l'université tient bien à cela. Les fondamentaux sont en ligne avec les signaux. Mais, et là intervient la fissure de ce que j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire du multitasking, faire plusieurs tâches, tout ceci n'est vrai que si les enseignants, qui sont des chercheurs très productifs, font aussi leur travail d'enseignement. Alors, il y a dans les grandes universités américaines une coutume simple qui en dit assez long. Les stars de l'université, par exemple les prix Nobel, sont priés de faire à intervalles assez réguliers un cours aux undergraduates, alors que le public étudiant naturel de ces chercheurs stars, c'est essentiellement les doctorants. C'est en quelque sorte la valeur publicitaire du signal réputationnel, mais c'est aussi, on le sait, le moyen de consolider la conversion des étudiants undergraduates en futurs alumni donateurs, s'ils ont réussi dans les affaires. Les étudiants doctorants sont de ce point de vue moins intéressants. Les futurs niveaux de rémunération de ceux qui exercent un métier académique en font des candidats assez médiocres aux riches donations philanthropiques à leur université. Mais ceci n'est que la partie anecdotique d'un système qui fait dépendre l'allocation d'efforts entre recherche et enseignement de la réputation de l'individu et de sa contribution à la réputation de l'institution. Le point clé, c'est celui-ci que je veux souligner, la latitude d'action qui est laissée aux enseignants des universités doctorales et de recherche pour arbitrer dans leur allocation d'efforts entre les deux rôles. C'est cette gestion du discretionary time qui est en cause, ce temps qui n'est pas consacré aux tâches d'enseignement aux undergraduates et qu'on peut consacrer à ce qu'on appelle volontiers son travail propre, own work. Et donc, la concurrence positionnelle, ici, a les propriétés suivantes. Oui. Pour les universités qui sont situées au sommet de la hiérarchie, il est plus facile d'obtenir une combinaison efficace de recherche, d'enseignement
de recherche et d'enseignement de qualité pour 3 raisons. Premièrement, il est plus facile pour l'université de gérer la partie normale de l'activité à réaliser, l'enseignement, que d'agir sur la partie asymétrique des performances. Ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est pour l'essentiel, d'abord, par des dispositifs de recrutement des profils désirés que l'université peut agir. Sélectionner les enseignants recherchés selon un processus concurrentiel d'écrémage qui apparie les meilleurs universitaires avec les établissements qui offrent les meilleures conditions de travail et la meilleure écologie de travail académique, les équipements, l'administration, la qualité des collègues, la qualité des étudiants. Avec des ressources plus importantes et une réputation déjà établie, il est évidemment plus facile d'attirer des bons enseignants qui seront mieux payés et qui rejoindront des collègues eux-mêmes réputés. Et si pour les attirer, le contrat qui leur est proposé comporte toutes sortes de dispositions d'allègement de leurs tâches d'enseignement, conditionnellement à leur performance de recherche, il est plus facile d'agencer le travail d'enseignement en recourant à des enseignants remplaçants, vacataires, adjuncts. Et donc, si mon argument est juste, à savoir que l'enseignement, en tout cas de premier cycle, est une activité normale, ou le sens où la probabilité d'y avoir de bonnes performances est normalement distribuée, une fraction du travail d'enseignement des enseignants orientés recherche est plus aisément substituable. On dira que l'élasticité de substitution est élevée. L'élasticité de substitution exprimant la difficulté de remplacer un facteur par un autre. Ici, je vous présente à nouveau les courbes en bas de la diapositive, les courbes que je vous avais déjà présentées et qui concernent l'évaluation qui sont faites par les étudiants du travail d'enseignement selon le statut et le rang de l'enseignant. Et vous observerez que les meilleures évaluations sont celles de la courbe bleue qui est donnée aux lecturers, c'est-à-dire des enseignants qui sont en principe teaching only, qui ne font que de l'enseignement et qui ne sont pas taraudés par l'arbitrage entre recherche et enseignement. Et les full professors sont en vert, sont en pointillé vert. Les assistants sont en rouge et les autres sont en jaune. Donc, on voit que l'argument de la substitution s'applique assez bien. Un lecturer peut très bien faire un travail qui est très fortement évalué par les étudiants et même mieux évalué que les full professors, ceux qui ont obtenu leur professorship à cause notamment de leur qualité de chercheur. Donc, si mon hypothèse de l'élasticité de substitution très différente pour la production de recherche et pour la production d'enseignement est juste, ceci veut dire qu'il est plus difficile d'obtenir d'un enseignant d'élever ses performances de recherche que de lui demander d'élever ses performances d'enseignement. Et pour élever ses performances d'enseignement, ou pour remplir tout simplement son contrat, il pourra recourir à l'appui de l'organisation qui lui adjoindra des teaching assistants, des lecturers, des clinical professors et toutes les variétés d'adjuncts, de part-time teachers et d'enseignants contractuels dont le nombre a considérablement augmenté dans les années écoulées. Je vous présente ici l'emploi dans toutes les institutions qui fournissent des diplômes, le nombre des enseignants à temps partiel figure ici en clair. Les enseignants en grisé sont des enseignants qui sont sur la tenure track. Les noirs, ce sont les professeurs tenured. Et ceux-là, ce sont des enseignants qui ne sont pas sur la tenure track, qui n'ont aucune chance d'avoir une tenure, une garantie d'emploi à vie. Regardez l'évolution dans le temps, cette catégorie-là augmente, tout comme augmente la part des emplois à temps partiel entre 1975 et 2003. Et la part des emplois tenured diminue. Donc il y a une transformation du corps enseignant qui correspond à ce que j'appelle cette élasticité de substitution asymétrique entre tâches d'enseignement et de recherche. Évidemment, la tenure est donnée à ceux qui ont un profil de recherche plus élevé. Ici, ce sont les données de 2005 à 2013 qui disent à peu près la même chose.
en termes de distribution des catégories. 2005, c'est bleu, 2013, c'est rouge. Ici, vous avez les professeurs tenured. Dans tous les établissements d'enseignement supérieur américains, et ici uniquement dans les universités doctorales. Et vous voyez que les tenured représentent une proportion très minoritaire dans les établissements, tous les établissements confondus, et une proportion tout de même plus élevée dans les universités doctorales de recherche, tout simplement parce qu'il y a la composante de recherche qui leur a valu la tenure. Mais le mouvement d'appel à des enseignants complémentaires ne s'est pas ralenti, au contraire, il a continué à progresser dans les deux mondes, dans le système en général et dans les enseignants, dans les universités doctorales en particulier. Donc, la leçon de cette rapide exploration, elle peut être complétée encore par cette donnée assez intéressante qui est, pour finir, les graduate students eux-mêmes sont de la main-d'œuvre, c'est ce que je voulais dire à l'instant, de la main-d'œuvre qui vient renforcer le travail d'enseignement. Ici, vous avez la totalité des établissements d'enseignement supérieur aux États-Unis avec l'activité des graduate students, des établissements qui offrent une formation à des graduate students. Ils font des travaux d'enseignement et des travaux de recherche. Et ils sont spécialisés en recherche. Généralement, les enseignants des universités américaines ne sont quasiment jamais spécialisés en recherche. Ils sont essentiellement déclarés instructors. Ils font de l'enseignement. Et très, très minoritairement, il y a quelques universités de recherche qui sont extrêmement minoritaires. Mais là, la division est beaucoup plus claire et l'équilibre est beaucoup plus clair entre les deux. Et quand vous regardez les chiffres de gauche, c'est tous les établissements, et à droite, c'est les universités doctorales seulement, vous voyez que c'est essentiellement dans ces universités doctorales qu'on retrouve de haut niveau à forte intensité de recherche, qu'on retrouve les graduate students qui y travaillent et qui contribuent beaucoup aux tâches d'enseignement, mais aussi beaucoup aux tâches de recherche. Les chiffres sont assez éloquents. 277 000 emplois de graduate students, dont 115 000 dans la recherche et 161 000 dans l'enseignement. Et les données sont à peu près l'enseignement public des universités doctorales. Les universités doctorales publiques font davantage appel à la mission d'instruction, alors que les universités privées font à part égale appel aux fonctions d'enseignement et aux fonctions d'appui à la recherche. Et le for-profit, c'est très marginal, comme vous le voyez. Donc, voilà un dernier point sur ce que c'est que la production de l'enseignement dans les universités de haut niveau. Et pour finir de compléter l'analyse, je vous donne un résultat en termes de quel est l'agenda de travail des individus selon qu'ils se situent. C'est une recherche qui a été faite par Wallstad et Allgood dans une enquête publiée en 2013, qui est assez bien faite en termes méthodologiques, et donc on peut lui faire une assez bonne confiance. Ici, vous avez les différentes disciplines, et vous avez le temps de travail consacré à l'enseignement, selon qu'on appartient à la totalité des universités doctorales ou bien aux 100 meilleurs. Donc, on va encore décomposer la population des universités doctorales en deux catégories, la totalité et les 100 meilleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe à mesure qu'on grimpe dans la hiérarchie? Et les 100, c'est encore une population assez large. Si je prenais les 10 meilleurs, mais pour des raisons statistiques, ils ne l'ont pas fait parce que l'échantillon n'était pas assez vaste, vous voyez qu'il y a un écart important. On a de 30 heures hebdomadaires à 22 heures hebdomadaires selon qu'on est dans la population des universités hors top 100 ou dans le top 100. Et la hiérarchie est la même à peu près, à des nuances près par discipline. L'intérêt de cette analyse, c'est aussi de montrer ce qui se passe dans les différentes disciplines et de les comparer entre elles. Et ici, vous avez une variable extrêmement importante qui est la métrique de base de l'enseignant américain. Combien de cours vais-je enseigner cette année?
Là, les chiffres sont très nets. 2,8 en moyenne, par exemple, en économie, quand on n'appartient pas au top 100, et 2,1 quand on est dans le top 100. En physique, c'est 2,9 et 1,8. En maths, c'est 2,9 et 1,7. En psychologie, c'est 2,3 et 1,3. Donc vous voyez des écarts très significatifs qui veulent dire que toute la main-d'œuvre d'appui dont j'ai parlé à l'instant vient en quelque sorte jouer son rôle pour alléger et prendre en charge une partie des rôles d'enseignement, des temps d'enseignement que n'exercent pas les enseignants dits chercheurs. Je n'ai pas le temps de vous présenter je le fais rapidement, la régression. Une régression a été faite pour tenir compte de toutes les variables possibles qui peuvent agir sur ces données. Donc on contrôle par les caractéristiques à la fois des individus, mais aussi du type d'activité qu'ils ont, de l'environnement dans lequel ils se situent. Et on voit qu'appartenir au top 100, ça augmente beaucoup l'activité de recherche. Appartenir à des universités où il est difficile d'obtenir la tenure, la corrélation est négative, ça veut dire que plus on a de gens qui sont tenured, moins on y fait de recherche, donc plus on est sélectif, plus on fait de recherche, c'est ça que ça veut dire. Et quand on augmente les critères d'obtention de la tenure, ce qu'ils appellent ici upstandard, on a aussi un effort de recherche qui est plus élevé. La corrélation est positive. Donc l'ensemble de ces indications vous donne une information cohérente. Deuxième point que je veux souligner, c'est les universités qui font la course en tête dans un système de concurrence positionnelle, donc de concurrence entre des établissements de même catégorie, tirent parti de leur réputation pour avoir le moyen d'être plus sélectives dans l'admission des étudiants. En quelque sorte, elles opèrent du côté des étudiants ce qu'elles réalisent du côté du corps enseignant. Elles écrèment en prélevant la quantité et la qualité d'étudiants qu'elles recherchent au sein de la distribution hiérarchisée des qualités scolaires et sociales des étudiants. Et il y a deux points essentiels à noter ici. Premièrement, leur réputation permet à ces universités d'engendrer un excès de demande pour les places qu'elles offrent, et leur modèle les conduit à maintenir leur offre de places très en dessous du nombre d'étudiants qu'elles pourraient admettre, et qu'elles pourraient admettre sans dégrader beaucoup la qualité moyenne des étudiants qu'elles admettent. Ce procédé d'écrémage avec contrainte sur les places est rendu possible tout au long de la distribution de réputation des établissements. Les premiers admettent les meilleurs, ou plutôt sont choisis par les meilleurs étudiants, c'est plutôt comme ça que ça se passe, et les suivants admettent celles et ceux qui n'ont pas été retenus dans les premiers établissements. J'en donnerai une démonstration assez redoutablement efficace quand j'étudierai des cas précis l'an prochain, et je vous présenterai le cas des études des écoles de commerce que nous avons étudiées avec Colin Marchica et Daniel Hannet, qui a fait l'objet de publications, et c'est exactement ce mécanisme. Ceci signifie que la production d'enseignement supérieur, quand elle est couplée à une concurrence par la qualité et la réputation, doit être aussi essentiellement décloisonnée. C'est le deuxième point. Les universités qui ont une réputation élevée et une forte intensité de recherche recrutent dans tout le pays et dans le monde entier, alors que l'ère de recrutement est de plus en plus restreinte et locale à mesure qu'on descend dans la hiérarchie. Il en existe des preuves. Je vous cite ici un travail, je n'ai pas le temps de le commenter longuement, mais un travail d'Aloysius Sio, un chercheur canadien, qui a voulu vérifier s'il y avait une corrélation entre le volume de financement de recherche et d'activités de recherche et de développement obtenus dans l'université sur projet, donc sur appel d'offres concurrentiel, qui en quelque sorte est une variable indicatrice de la qualité de recherche qui est menée ou de l'intensité de recherche qui est menée dans l'université,
et la présence ou non d'étudiants qui n'appartiennent pas à l'État dans lequel se situe l'université. Et les corrélations sont positives, à la fois pour cette variable-là qui est des étudiants appartenant venant d'ailleurs que de l'État, mais appartenant au pays, ou ici les étudiants qui viennent aussi de l'étranger, et pas simplement d'ailleurs que de l'État, au sens de l'État américain. Donc les données sont très parlantes. Une université qui attire plus de recherche et plus de financement de recherche, donc il y a une intensité de recherche plus élevée, on peut penser à une qualité de recherche aussi plus élevée pour attirer ces financements, a aussi une proportion plus élevée d'étudiants non locaux. Par ailleurs, la qualité des étudiants est évidemment une contribution nette à la qualité de l'institution. C'est pour ça qu'on peut appeler l'enseignement, à la suite d'auteurs comme Rothschild et White, on peut l'appeler une Customer Input Technology, c'est-à-dire une technologie dans laquelle la valeur du service que vous, institution, vous vendez varie avec la qualité de vos clients. C'est aujourd'hui devenu un phénomène absolument universel. Pensez aux plateformes qui n'ont de valeur qu'en fonction du nombre et de la qualité des gens qui viennent sur ces plateformes. Votre service est en quelque sorte meilleur et plus réputé si vos clients sont plus sophistiqués ou mieux sélectionnés. Ceci a une conséquence simple. Une partie du rendement de la formation dans les établissements qui pratiquent la sélection et qui la pratiquent, et c'est vrai dans toutes les universités doctorales, privées ou publiques. Les seuls endroits qui ne sont pas sélectifs, ce sont les community colleges financés par des fonds publics et certains établissements de 2 ou 4 ans publics, mais tout le reste c'est sélectif aux États-Unis. Donc une partie du rendement de la formation dans ces établissements est déterminée par la qualité des étudiants, autrement dit par leur contribution nette à la valeur de l'enseignement. On peut dire qu'elle est plus élevée, autrement dit encore, le niveau d'effort sera moindre pour l'enseignant pour atteindre un résultat donné. Et si maintenant je descends au long de la hiérarchie des universités, évidemment, ce que je viens de dire pour les universités du haut de la distribution, tout ça se complique en raison de ce mécanisme d'élasticité de substitution. Comment, en effet, élever la productivité de recherche des enseignants dans des universités qui ont recruté moins haut dans la distribution de qualité des personnels et qui offrent une écologie de travail moins favorable. En effet, dans une écologie de travail moins favorable à la recherche, l'enseignant sera peut-être conduit à adopter des stratégies discrétionnaires pour élever ses performances de recherche, c'est-à-dire dégager du temps aux dépens de collègues moins productifs, nouer plus de collaboration à l'extérieur, montrer plus de loyauté à l'égard de la communauté académique tout entière qu'à l'égard de son établissement et de ses collègues. Et donc, 2 problèmes vont surgir. Si cet enseignant ou cette enseignante réussit à augmenter sa production de recherche, il cherchera à partir, évidemment, pour rejoindre une université qui offre une écologie plus favorable à son travail orienté recherche. Et donc l'établissement dans lequel il est actuellement subira une sorte de hold-up si cet établissement a consenti à investir dans ce chercheur enseignant pour lui aménager des conditions favorables. Deuxième point, et réaction à cette situation, l'établissement a la possibilité de faire une contre-offre pour retenir le collègue qui réussirait à attirer des offres extérieures de recrutement. C'est un mécanisme extraordinairement développé aux États-Unis. Pour retenir le ou la collègue qui est éventuellement sur le départ, il faut donc matcher l'offre externe concurrente, mais ceci va engendrer des distorsions dans les situations de rémunération et de volume de travail des 2 espèces, enseignement et recherche, entre ceux qui reçoivent des offres externes, mais qui restent, moyennant alignement de leur établissement sur l'offre concurrente,
et ceux qui ne reçoivent pas des offres externes. Et c'est ce mécanisme qui explique principalement que l'ancienneté dans une université a un rendement salarial qui est négatif. Ceux qui sont embauchés au même rang récemment ont un salaire plus élevé que ceux qui ont été embauchés au même âge 10 ou 20 ans auparavant. Ça, c'est l'impact générationnel de l'adoption du modèle de la compétition positionnelle par l'intensité de recherche. Et d'autre part, ceux qui ont accumulé de l'ancienneté sans changer d'établissement ont un salaire moins élevé que ceux de leurs collègues du même âge qui viennent d'ailleurs et que ceux qui, sans quitter l'établissement, ont obtenu des offres extérieures sur lesquelles leur établissement s'est aligné. La conséquence de tout ça, c'est une inégalité interne des situations entre les membres du corps professoral qui est en quelque sorte une réplique fractale de la concurrence par l'intensité de la recherche dans les départements et dans le groupe des enseignants d'un même département. Et cette inégalité peut d'ailleurs s'étendre à la comparaison entre les différents départements d'une même université. Je vais m'arrêter sur ce point parce que le temps est écoulé et que je ne vais pas abuser de votre patience. Et donc, je vous remercie pour votre attention.